Ah, Paris. Ses monuments, ses rues. On a l'impression de connaître la ville par cœur, n'est-ce pas? Et pourtant, et si derrière cette carte postale se cachait une toute autre histoire? Une histoire secrète, codée, tissée de symboles ésotériques à la vue de tous, mais invisible pour qui ne sait pas regarder. C'est le voyage un peu particulier qu'on va faire ensemble en suivant les pas d'un guide qui promet de nous montrer un Paris différent. Accrochez-vous, la ville lumière pourrait bien ne plus jamais vous paraître tout à fait la même. Alors, voici notre itinéraire. On va commencer par une promenade un peu secrète, puis on ira fouiller les secrets de la République du côté de l'Assemblée nationale. Ensuite, on verra comment les Invalides pourraient bien être un temple dédié au roi Soleil. On plongera après ça dans les mystères du tombeau de Napoléon, avant de finir sur quelques symboles du Paris plus moderne. Voilà, c'est vraiment la grande question qui va nous guider. On pense tous connaître Paris, mais notre source, elle, nous dit qu'il y a carrément un code gravé dans la pierre de la ville. Alors, la question c'est, est-ce qu'on est prêt à essayer de le déchiffrer ensemble? Laissons nos dernières illusions se noyer dans les eaux de la Seine. Ça, c'est une phrase du guide qui donne le ton, n'est-ce pas? En gros, ce qu'il nous dit, c'est « Oubliez tout ce que vous croyez savoir, soyez prêts à voir les choses différemment ». C'est avec cet état d'esprit qu'on se lance. Allez, on commence notre balade. Première étape, le pont de la Concorde. Et là, direct, on s'attaque à un premier mythe, une histoire que tout le monde connaît, ou plutôt, que tout le monde croit connaître. La belle histoire qu'on nous raconte, c'est que les révolutionnaires, pleins de ferveur, ont pris les pierres de la prison de la Bastille, symbole de la tyrannie, pour construire ce pont. C'est magnifique, non? Sauf que la réalité, d'après nos sources, est beaucoup moins romantique. En fait, c'était juste un business. Un entrepreneur, un certain Paloy, a gagné le marché de la démolition et il a simplement revendu les pierres. Beaucoup moins glamour, on est d'accord. Bon, on traverse le pont et on arrive devant le palais Bourbon, le siège de l'Assemblée nationale. Et c'est là que le guide nous invite à lever les yeux et à regarder la façade d'un peu plus près, parce qu'apparemment, elle est littéralement truffée de symboles. Alors là, ça devient vraiment fascinant. D'après notre guide, les artistes derrière ces sculptures n'ont pas été choisis au hasard. Beaucoup avaient des liens étroits avec la franc-maçonnerie. Et du coup, tout s'éclaire différemment. Cette statue de Minerve, la déesse de la sagesse, ce serait en fait un camouflage pour Isis, la grande déesse égyptienne. Et Prométhée, qui donne le feu aux hommes, il ne s'agirait pas juste du mythe grec, mais d'une vision plus gnostique, le démiurge qui offre la connaissance avec un grand C à l'humanité. Petite précision au passage, juste pour être sûr qu'on soit sur la même longueur d'onde. Quand le guide parle de loge, il fait référence à l'unité de base de la franc-maçonnerie. C'est un peu la cellule fondamentale. C'est important de l'avoir en tête pour comprendre les liens qu'il tisse. Et là, le ton du guide change. Il devient carrément mordant. Il prend l'exemple d'une célébration du J'accuse de Zola à l'Assemblée et il dit en substance que c'est de l'hypocrisie. Pourquoi? Parce qu'en se focalisant sur Zola, on aurait volontairement oublié de montrer d'autres textes de l'époque, comme un manifeste de Jaurès qui était, selon lui, bien plus frontalement antisémite. Une façon de dire que l'histoire officielle choisit bien ce qu'elle veut montrer. Allez, on continue. Prochain arrêt, les Invalides. Et attention, on ne va pas parler d'un hôpital pour les vétérans de guerre. Non, non. D'après notre source, il faut voir ce monument comme un immense temple solaire entièrement dédié à la gloire du roi Soleil, Louis XIV. L'idée est assez vertigineuse. Oubliez la fonction militaire. Les Invalides seraient en fait le deuxième grand manifeste solaire de Louis XIV. Le premier, c'était Versailles, bien sûr, et ici, ce serait l'acte 2. Un temple bâti pour faire du roi l'égal du dieu Apollon, le dieu du soleil. Un véritable lieu de culte royal. Alors, sur quoi il se base pour dire ça? Eh bien, sur une foule de détails. Par exemple, la statue du roi. Elle n'est pas tournée au hasard, elle fait face au nord, vers l'Hyperborée, la maison mythique d'Apollon. Et puis, il y a tous ces cadrans solaires, partout dans la cour d'honneur. Ils ne sont pas là juste pour faire joli ou donner l'heure, ils sont là pour marteler le message. Ici, on est dans un lieu sacré, un lieu céleste. Bon, maintenant, on va descendre, on va sous le dôme, dans la crypte, parce que c'est là, d'après notre guide, que se cache le monument ésotérique le plus complexe, le plus riche de tout Paris, le tombeau de Napoléon. Le décryptage commence par les chiffres. Premier chiffre clé, 7. Pourquoi 7? Parce que l'empereur repose dans 7 cercueils emboîtés les uns dans les autres. Et le chiffre 7 pour le guide, c'est une évidence. Ce sont les 7 planètes de l'astrologie traditionnelle, celles qui tournent autour du Soleil, ici Napoléon. On continue. Deuxième chiffre, 36. Si on s'amuse à compter toutes les ouvertures, toutes les sources de lumière dans le dôme, on tombe pile sur 36. Un hasard? Notre guide nous dit que non, absolument pas. 36, c'est le nombre de décans, ces divisions du ciel dans le zodiaque. Chaque fenêtre serait donc un œil ouvert sur une partie du cosmos.
Et enfin, dernier chiffre, et pas des moindres, 26. Pour accéder au sarcophage, il faut descendre exactement 26 marches. Et là, on change de registre. En Kabbale, 26, c'est la valeur numérique du nom de Dieu, le fameux tétragramme. Descendre ces marches, ce serait donc un acte spirituel, presque une prière en mouvement. Mais le plus fou, c'est peut-être ça. L'idée que le tombeau n'est pas juste une tombe, mais la représentation d'un processus alchimique figé dans la pierre. Chaque couleur, chaque matériau correspond à une étape. On part du marbre noir, le nigredo, la matière brute. On passe par le marbre blanc des bas-reliefs, l'albédo, pour finir avec le porphyre rouge du sarcophage, le rubédo, l'accomplissement. Et quel est le but de cette grande œuvre alchimique? Transformer un homme en Dieu. Et comme si ça ne suffisait pas, le guide va encore plus loin. Il dresse un parallèle troublant entre Napoléon et les pharaons d'Égypte. La tombe sur les bords de la Seine, comme celle du Nil, les maréchaux qui veillent autour, comme les guerriers fidèles, même la façon de conserver les organes et d'enterrer les objets personnels. Quand on met tout ça bout à bout, c'est vrai que ça fait réfléchir. Allez, on quitte le passé pour faire un saut dans une période plus contemporaine. Notre visite se termine sur le regard tout aussi, disons, acéré que notre guide porte sur des monuments et des événements plus récents. Même la Tour Eiffel, intouchable, non? Eh bien, pas pour lui. Il oppose deux visions. D'un côté, la tour de 1889, qu'il décrit comme le rêve d'airain des ingénieurs initiés, et de l'autre, la célébration de l'an 2000, qu'il qualifie de cauchemar hip-hop sur fond de techno. Une vision assez radicale, on peut le dire, de la vulgarité moderne face au génie originel. Et pour finir, un petit florilège de ces coups de griffe sur le Paris d'aujourd'hui. Il y a les coïncidences troublantes, comme le fait que la voiture de la princesse Diana a heurté le 13e pilier du tunnel de l'Alma. Ça fait froid dans le dos. Il dénonce des scandales politiques, fustige ce qu'il appelle la banalité arrogante de l'architecture moderne et va même jusqu'à voir une dernière signature ésotérique dans les noms de constellations donnés autour du quartier Beaugrenelle. Voilà, notre tour de ce Paris secret est terminé. Mais il laisse une question en suspens. Une question assez vertigineuse en fait. Si les murs de Paris peuvent raconter une histoire aussi dense et cachée, qu'en est-il des autres villes? Combien d'histoires secrètes dorment dans l'architecture qui nous entoure au quotidien? Peut-être que la prochaine fois qu'on se promènera, n'importe où, il faudra juste penser à lever les yeux